Donc effectivement, comme vous l'a introduit Gilles Martinet, je vais vous présenter en fait tout ce qui est le contexte, les définitions sur l'indication géographique de la pierre naturelle, où effectivement c'était une véritable appellation d'origine contrôlée. Donc au niveau des définitions, l'IG, donc l'indication géographique, protège les produits manufacturés et les ressources naturelles et est définie par un article de la loi consommation de 2014. Puis on a eu les différents décrets d'application en 2015 et 2016. Donc pour la définition, l'indication géographique, c'est un nom ou une appellation ou un symbole qui est appliqué à certains produits ou services qui correspondent à une localisation géographique. Donc c'est vraiment lien origine géographique produit. L'utilisation de cette IG, du coup, peut s'assimiler à une certification qu'on applique sur le produit qui possède certaines qualités ou qui bénéficie d'une certaine réputation du fait de son origine géographique. Donc, en gros, quels que soient les types de produits, l'IG repose sur 4 éléments cumulatifs. Donc, il y a la dénomination d'une zone géographique bien déterminée, d'une désignation d'un produit artisanal ou manufacturé, sur l'origine du produit de cette zone et sur la qualité, réputation et caractéristiques de ce produit qui est exclusivement attribué à cette origine géographique. Donc là, comme illustration, vous avez le logo qui est sorti par décret. Donc c'est une empreinte de doigt, un IG, indication géographique. Le tableau qui est juste en dessous, en fait, c'est juste pour vous comparer l'indication géographique est une marque commerciale d'une entreprise. Par exemple, chez nous, on a les carrières Plo qui ont déposé une marque qui est le Silver Star. Et donc là, ça va être une marque commerciale, donc qui a usage restreint du propriétaire. Et en comparaison, l'indication géographique, elle est plutôt ouverte à tout producteur sur le territoire qui respecte un cahier des charges. Donc l'utilisation n'est pas le même. Pour l'indication géographique, on est centré sur le territoire et une marque, c'est centré sur l'entreprise. Et enfin, l'indication géographique, c'est vraiment une production liée au territoire, pas de délocalisation, alors qu'une marque commerciale, l'entreprise qui a généré cette marque a possibilité de délocaliser la production. Donc maintenant, on a vu les définitions, donc je vais vous présenter quel est l'intérêt quand même d'une IG pour la pierre. Donc pour l'entreprise, donc son intérêt, ça va être de valoriser son produit et son savoir-faire, protéger effectivement son produit contre toute utilisation abusive des dénominations géographiques. Donc en gros, l'IG, c'est un outil efficace contre la concurrence déloyale. Pour les collectivités locales, on va être vraiment là pour protéger le patrimoine artisanal et l'industrie et le patrimoine industriel local. On va mettre en valeur tout ce qui est savoir-faire territoriaux. Ça va permettre de redynamiser les territoires. Donc, en fait, faire une relocalisation des produits et maintenir l'activité et l'emploi local. Donc, pour les collectivités locales, ça va permettre de faire un levier sur le développement économique local. Et enfin, un troisième intérêt qui est là pour le consommateur, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est indication géographique est une aide pour le consommateur. Justement, comme ça, il va pouvoir posséder une garantie sur l'origine géographique de ce qu'il achète, posséder une garantie sur la qualité et sur l'authenticité de ce produit. Et enfin, il va pouvoir acheter en toute connaissance de cause. Donc, pour lui, ça va être vraiment un signe officiel de qualité et d'origine. Au niveau du processus d'homologation de l'IG, donc tout professionnel qu'on appelle en fait opérateur, qui veut avoir une IG sur son produit de pierre naturelle, peut le faire dès qu'il respecte le cahier des charges homologué et dès qu'il est implanté dans la zone géographique qui sera concernée. Et dès qu'il fait ça, il s'adresse à son organisme de défense et de gestion, donc un ODG, je vous en parlais juste après, pour en devenir membre et être ajouté à la liste des opérateurs. Donc justement, un organisme de défense et de gestion, c'est une organisation à vocation non lucrative. Donc nous, dans notre cas, ça va être plutôt des associations de pierre. Donc là, on a Monsieur Laurent qui représente RONAPI. Et en fait, l'organisme de défense et de gestion
doit représenter tous les opérateurs pour un produit IG. Et les missions de cet organisme, donc ça va être d'être le lien avec les opérateurs qui veulent ou qui sont IG, d'élaborer et diffuser et de suivre l'indication géographique. Il va aussi suivre tout ce qui est contrôle de cette indication géographique et évidemment, il va permettre aussi de préserver, de mettre en valeur et de défendre les territoires, les traditions locales à travers ces actions tout au long de l'année et surtout sur cette action d'indication géographique de la pierre naturelle. Au niveau du processus, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, pour être IG, il faut respecter un cahier des charges. Et donc, pour respecter un cahier des charges, il faut d'abord l'écrire. Donc, au niveau du cahier des charges IG, c'est très strict. C'est l'INPI, donc l'Institut national de propriété intellectuelle, qui a décidé des règles et qui a décidé de ce que devait contenir un cahier des charges. Et là, je vous ai synthétisé les 11-12 items à respecter dans un cahier des charges. Donc il y a évidemment dans ce cahier des charges définir le nom de l'indication géographique, de définir quel produit est concerné. Et après, vous avez vraiment ce qui est très important, c'est ce que je vous explique depuis le début de ma présentation, c'est vraiment tout ce qui est délimitation de la zone géographique concernée, tout ce qui est qualité, réputation, savoir-faire traditionnel de ce produit qui sont liés à cette zone géographique. Il faudra aussi décrire tous les processus d'élaboration, de production, de transformation de ce produit. Il faudra également indiquer l'identité de l'organisme de défense et de gestion, indiquer tout ce qui est modalité et périodicité des contrôles qui sont réalisés par des organismes de contrôle de tierces parties et indépendants des producteurs de pierres. Il faudra aussi, dans ce cahier des charges, indiquer toutes les obligations déclaratives ou tenues de registre des opérateurs pour permettre la vérification du respect du cahier des charges, tout ce qui est modalité de mise en demeure, exclusion et des opérateurs s'ils ne respectent pas le cahier des charges, le financement, l'étiquetage, voilà, il y a tout plein d'items à respecter, à bien décrire dans le cahier des charges pour que chacun puisse le respecter pour être IG. Donc, en synthèse, en résumé, donc la première étape dans le processus d'homologation d'une indication géographique, ça va être de rédiger le cahier des charges. Donc ça, c'est fait par l'organisme de défense et de gestion et chez nous, c'est fait donc par les associations de pierres naturelles. En deuxième étape, il faut faire la demande d'homologation du cahier des charges par l'ODG à l'INPI. Donc c'est l'INPI après qui va relire tout le cahier des charges et qui va donner son feu vert et son coup de tampon dessus. Et après, en troisième étape, une fois que tout ça c'est fait, donc il y a l'instruction et décision de la demande d'homologation par l'INPI. C'est ce que je vous disais, c'est le petit coup de tampon qui dit ça y est, vous êtes IG, vous pouvez tamponner vos produits indication géographique. Un point qui est important dans l'indication géographique, c'est le contrôle du cahier des charges. C'est qu'effectivement, on se base sur le fait que les opérateurs doivent respecter le cahier des charges, mais pour en être sûr, il faut qu'un organisme vienne contrôler cette étape. Et ce respect du cahier des charges est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, donc des organismes de contrôle externes, qui sont eux-mêmes accrédités par une grande instance nationale qui est le COFRAC. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un organisme qui vient auditer des laboratoires, des organismes de contrôle, pour vérifier que leur procédure est bien correcte et peuvent être organismes de contrôle. Et donc une fois qu'on a tout ça, l'organisme de contrôle vient sur site et vient voir si tous les opérateurs suivent bien le cahier des charges. Et à la fin, de toute façon, c'est toujours l'INPI qui vérifie que tout est bien fait dans les règles de l'art pour pouvoir permettre que la pierre naturelle garde son indication géographique. Donc je pense que là, ça sera plus parlant que tout à l'heure. Donc dans ce diagramme, vous avez en fait tous les organismes qui participent à l'indication géographique. Donc tout en bas, vous avez les opérateurs. Après, vous avez l'organisme de défense et de gestion qui, du coup, identifie et informe les opérateurs de ce qui se passe dans le dispositif indication géographique. Donc tout ça, ces deux lignes vont permettre
de mettre en place l'indication géographique. Vous avez l'INPI qui vient superviser, homologuer tout ce que fait l'ODG. Vous avez du coup le CTMNC en tant qu'organisme de contrôle qui vient effectuer le contrôle externe de l'application du cahier des charges IG chez l'ODG et chez les opérateurs. Et enfin, vous avez le COFRAC tout en haut qui vient du coup contrôler l'organisme de contrôle. Donc, toutes les parties prenantes sont contrôlées par d'autres parties. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien stable, qui est bien réglementaire et qui est bien suivi. Si un produit est IG, c'est qu'il a respecté le cahier des charges et que tous ces contrôles sont OK par tout le monde. Donc, en résumé, les opérateurs, avec l'aide de l'ODG, définissent la zone géographique, les pierres et le nom de l'indication géographique, élaborent le cahier des charges et créent leur ODG. Ensuite, l'ODG fait la demande d'homologation auprès de l'INPI. Nous avons l'obtention de l'indication géographique par l'INPI et enfin les contrôles externes qui sont réalisés par le CTMNC. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment réglementaire et on va dire définition de l'IG. Et là, pour introduire Christian Laurent, je me suis dit qu'un petit point sur l'indication géographique pierre naturelle serait plutôt pas mal parce que nous avons plusieurs bassins d'extraction et de production qui rentrent dans ce dynamisme IG. Donc, notamment, nous avons le granit de Bretagne, qui est vraiment bien avancé parce que leur cahier des charges a été homologué par l'INPI le 20 janvier 2017. Donc, ils font une campagne avec nous d'essais normalisés qu'ils avaient incorporés dans leur cahier des charges. Et ils sont en cours d'audit à blanc avec leur organisme de contrôle. Nous avons les pierres de Bourgogne, où normalement leur cahier des charges doit être déposé à l'INPI pour mai. Donc on est déjà le 23 mai, il leur reste pas beaucoup de temps pour le faire, donc peut-être ça va être un peu décalé au mois de juin. Ils ont choisi leur organisme de contrôle. Nous avons l'IG Pierre Marbrière de Rhône-Alpes. Donc là, je vais laisser ça de côté parce que Christian vous en parlera tout à l'heure. On a l'IG Pierre du Midi aussi qui commence à émerger parce que leur cahier des charges est en cours d'élaboration. Donc c'est tout ce qui est Pierre du Sud. Ensuite, nous avons deux autres bassins avec les grès des Vosges et granit des Vosges où là, pareil, ils sont plutôt aux prémices de la réflexion de l'IG où du coup, ils commencent à réfléchir sur l'indication géographique et comment le mettre en place. Et enfin, nous avons peut-être, je pense, l'IG pour l'Aquitaine, parce qu'il y a une création de l'association Pierre Naturelle Nouvelle-Aquitaine qui vient de se faire, il me semble, au mois d'avril de cette année. Donc voilà, donc la profession se mobilise pour justement mettre ce label de provenance de pierre naturelle sur leurs produits. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Claudine. Je te donne une demi-heure, tu prends à peine 15 minutes, mais voilà, ça va rythmer le débat. Je vous propose peut-être d'avoir l'exemple avant d'ouvrir les questions. Je pense que l'illustration par l'expérience de Rhône-Alpes sera... Je sais pas en fait. Je crois que c'est le monsieur. Non, c'est le monsieur qui va le faire. Regarde, il arrive. Parce que c'est trop sophistiqué pour nous. On trouve le document. Enfin, ceci dit, je ne veux pas frustrer s'il y a des questions de suite. Hein. Et j'en ai une déjà. Allez. Bonjour, je suis aquitain et je vois qu'on parle d'une IG de Nouvelle-Aquitaine, mais les pierres d'Aquitaine sont très différentes entre celles de Cahors et celles de Charente, par exemple, et même de certains bassins du Charente et certains bassins girondins. Elles sont très différentes. Alors, comment peut-il y avoir une identification géographique qui présente un intérêt si elle est dénommée uniquement pierre d'Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine ? Micro. Celui-là, il marche. Si. En fait, ce qui se passe, c'est que pour une indication géographique, vous ne pouvez pas mélanger les produits.
c'est que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que par exemple pour les Vosges, c'est grès des Vosges, granit des Vosges. Ils ne peuvent pas se mélanger pour faire Vosges. Là, effectivement, j'ai été un peu rapide en vous disant IG Aquitaine, parce qu'en fait, l'information pour nous vient de tomber pour la création de l'ODG Nouvelle-Aquitaine, mais il est sûr que dedans, je pense, il y aura plusieurs pierres, en fonction effectivement de la qualité du matériau. Là, par exemple, pour Pierre du Sud, ils ont décidé de faire pour l'instant une seule IG avec certains types de pierres. Ils n'ont pas mélangé toutes les pierres. Ils ont pris les pierres qui avaient les mêmes caractéristiques. Ils ont fait un paquet et ça sera appelé IG Pierre du Sud, Pierre du Midi. Donc effectivement, en fonction des caractéristiques de chaque pierre, on va regrouper par grande tendance, si j'ose dire. Donc non, il n'y aura pas une seule IG Pierre d'Aquitaine. Je pense qu'il y aura des branches en fonction des pierres. Vous avez votre réponse? Merci Claudine. Je t'en prie. Donc Christian, à toi d'illustrer. Bonjour à tous. Donc je vais vous faire une présentation de notre association Renapi Rhône-Alpes Pierre Naturelle, puisque cette association a été créée il y a 2 ans et avec un de ses principaux objectifs, c'est la création d'IG pour les pierres régionales. Donc, comme je vous dis, cette association a été créée en 2015 avec pour objectif de développer l'utilisation de la pierre et redynamiser l'emploi du matériau, les entreprises locales, les savoir-faire. Donc là, vous avez la zone géographique qui représente un petit peu notre territoire. On ne s'est pas fixé de limite administrative, mais on a défini ça par l'ancienne dénomination Pierre Rhône-Alpes, puisque de la région Rhône-Alpes, mais on a quand même des membres dans notre association qui vont sur l'Auvergne, qui aujourd'hui, côté administratif, fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis également sur le Jura, puisqu'on a des confrères et des matériaux qui sont proches de cette zone-là. Donc nous, dans notre région, quand on a fait un petit peu le côté historique de l'utilisation des pierres dans notre région, donc on est tombé sur des pierres calcaires dites marbrières. Et on a tout de suite vu 3 zones géographiques où ces pierres étaient utilisées et extraites. Donc vous voyez sur la carte, si on part du nord, on a un bassin qu'on va appeler Hauteville-Champ d'Or, avec des pierres d'une certaine réputation historique. En dessous, la pierre dite de Villebois. Et au sud, les pierres de l'Ardèche qu'on peut identifier comme pierre de Ruons, pierre de la Baume et pierre d'Auchomérac. Donc, on est parti pour travailler sur ces 3 zones géographiques d'où sont issus les matériaux pierre marbrière. Après, sur notre territoire, comme vous le voyez, on a identifié 80 calcaires, 19 grès, 13 granit, 6 marbres et 6 schistes. Et pour répondre à la question qui était posée, donc nous on travaille sur les pierres marbrières. On imagine à l'avenir travailler sur d'autres IG qui pourraient être le marbre de Savoie et pourquoi pas avec nos collègues de l'Auvergne sur les laves d'Auvergne. Donc dans notre association, l'idée c'était redynamiser notre filière, nous regrouper, refaire vivre un réseau de professionnels et de toute la filière professionnelle. On a mis vraiment le plus grand nombre d'intervenants possible dans notre association. Donc, si on part de la matière, on a des carriers, des transformateurs, donc des gens qui vont travailler la pierre, tailleurs de pierre, marbriers, sculpteurs, graveurs, les poseurs, ceux qui vont mettre en œuvre la pierre et qui sont les clients de ceux qui sont en dessus. Dans les poseurs, on va retrouver la restauration du patrimoine, on a les prescripteurs, donc on a les architectes, on a des organismes de formation, la presse spécialisée, des fabricants de machines et d'outillage, puisque sur notre territoire, on a des fabricants d'outils, des fabricants de machines et des distributeurs également. Et puis tout ce qui est service, donc toutes les entreprises qui vont apporter leurs services à la filière des métiers de la pierre. Donc dans notre association aujourd'hui, qui comporte, je vais dire, une 50aine d'adhérents, on a tout ce rassemblement de compétences, de types d'entreprises et de types d'acteurs. Donc c'est ce qu'on voulait faire dès le départ, c'est vraiment d'avoir
toute la filière, pas faire une association de carriers ou de poseurs ou d'architectes, mais d'avoir vraiment tous les intervenants. On a aussi des communes maintenant qui nous ont rejoints, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont adhéré à notre association. Alors, sur notre territoire, on a recensé une quarantaine de carrières en activité, un peu plus de 9000 m3 de pierres extraites, pierres de taille, donc pierres ornementales. Première région de pierres marbrières. Donc quand on dit pierres marbrières, ce sont des pierres froides, donc pour les tailleurs de pierre, les professionnels, donc des pierres qui prennent le polissage. Plus de 500 entreprises sur la filière, donc de tous les types d'entreprises qu'on a vus précédemment, et puis plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Donc le défi de notre association, c'est redynamiser l'économie de la filière régionale, en sachant qu'on avait traversé quelques années, on va dire de 2009 à 2015, des années qui ont été économiquement compliquées pour un grand nombre d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu, certaines ont été réduites en nombre et en chiffre d'affaires. Donc on s'est dit, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se prenne en main, on ne va pas attendre qu'après les autres. Donc si on est ensemble, si on fait parler de nous et si on met en place ensemble des actions, on va peut-être essayer d'avancer de nous-mêmes. Donc valoriser les aspects sociaux, environnementaux et patrimoniaux de la production, mutualiser les moyens et associer toutes les forces vives, tous ceux qui s'intéressent et qui sont autour de nos entreprises et de nos organismes. Donc nos actions et les financements. Donc le point le plus important, l'indication géographique, un groupe sur la pierre massive et la lauze, et un groupe sur la communication et manifestation, de manière à pouvoir faire rayonner, expliquer ce que l'on fait, ce que l'on veut faire et qui l'on est. Pour 2017, donc, on a démarré tout ça, les indications géographiques, on va y revenir plus longuement, la pierre massive, la communication, et pour l'animation, on a à notre disposition 2 personnes à temps partiel qui viennent s'occuper de notre association. Donc rapidement, on a eu accès à un financement par le territoire Massif Central. C'est un territoire qui regroupe 22 départements. Et grâce à ces fonds massifs, eh bien, plusieurs associations ont pu avoir accès à des financements. Il y a l'association des granites du CIDOB dont on a parlé. Également un groupe aussi sur le Auvergne-Limousin et nous sur Rhône-Alpes qui avons eu accès à ces fonds pour la filière pierre. L'indication géographique. Donc, qu'est-ce qu'une indication géographique? Je pense que Claudine a bien expliqué toute la démarche réglementaire et toutes les étapes qu'on doit passer pour pouvoir demain avoir une indication géographique. Donc, à quoi elle sert? Je vais répéter, garantir le consommateur pour savoir ce qu'il achète, d'où ça vient et comment ça a été fabriqué. Protéger des industriels et des artisans, c'est-à-dire que protéger ce qui existe sur notre territoire. Donc sur notre territoire, on a une histoire très riche de passé. On trouve des traces de plusieurs siècles sur notre territoire, de tous les savoir-faire qu'on a énumérés, que ce soit de l'extraction, la taille de pierre, la pose de pierre, l'outillage. Donc on a vraiment tout ça sur notre territoire. Protéger les savoir-faire pour éviter qu'ils partent de notre territoire, parce que c'est aujourd'hui trop facile d'importer de la pierre de l'autre bout du monde et de le commercialiser. Donc ça va pouvoir permettre de privilégier le façonnage et le travail sur place. Juste un petit chiffre, il y a quelques jours, on était en réunion, notre assemblée générale du SNROC, du Syndicat national des roches ornementales, et il y a un chiffre qui nous a été donné, c'est que 80% de la pierre utilisée en France est importée. Je répète, 80% de la pierre utilisée en France est importée. Donc c'est dramatique. Voilà, donc il faut réagir. Tous les acteurs de la filière doivent réagir. Et nous, les premiers producteurs, eh bien, on doit se faire connaître et reconnaître. Donc qui est concerné par l'IG? Donc on en a parlé. Ce sont les gens qui travaillent la pierre, puisque ce qui va être sous l'IG, donc identification géographique, c'est le produit que l'on va vendre aux consommateurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est le produit qui sera IG. Donc tous les gens qui vont intervenir sur le façonnage de ce produit pourront faire la demande et prétendre au label IG, indication géographique. Donc pour IG, nous on est aujourd'hui sur le nom qui est Pierre Marbrière de Rhône-Alpes,
Pierre marbrière, comme je vous disais, c'est la caractéristique des pierres qui sont extraites sur notre territoire, donc des pierres calcaires dites marbrières et Rhône-Alpes, qui sont situées entre le Rhône et les Alpes. Donc, on est en plein travail. Donc, on est pour la réalisation de notre cahier des charges, on est épaulé par le CTMNC qui nous suit, qui nous encadre pour réaliser ce travail. Donc, on a fait un groupe de travail et ça, moi, j'ai souhaité que ça soit vraiment toute la filière, puisque je sais qu'il y a des groupes qui ont voulu travailler simplement entre producteurs carriers, et à mon avis, c'est une erreur, puisque l'objectif, c'est pas qu'il y ait que le bloc qui soit IG, mais je répète, le produit fini. C'est-à-dire quand le consommateur va acheter un dallage, un ouvrage, un encadrement de porte-fenêtre, un escalier en pierre, eh bien, il faudra que celui qui l'ait travaillé, celui qui l'ait fabriqué, qui est taillé, le tailleur de pierre, le marbrier, le graveur, le sculpteur, puisse avoir l'indication géographique et dire à son client, voilà, ce produit-là, il est indication géographique de telle zone. Parce que la pierre est issue d'un territoire, elle a été fabriquée sur le territoire. Donc ça doit être un atout pour l'entreprise, que l'entreprise puisse dire, quand moi je réponds à l'appel d'offres, je peux garantir que mon produit est IG. Ça veut dire que le consommateur, peut-être le consommateur public, pourra dire, ben voilà, cette entreprise, on sait et on est garanti par le label que tout a été fabriqué sur le territoire. Donc ça veut dire que l'entreprise recrute sur le territoire, elle embauche sur le territoire, elle investit sur le territoire, c'est-à-dire qu'elle va acheter du matériel, des machines, s'équiper sur le territoire. Donc ça doit être un atout important pour le consommateur, pour le rassurer, et pour l'entreprise, pour l'inciter, et que ça lui donne des atouts et des arguments vis-à-vis de ses clients. Donc, RONAPI sera l'organisme de gestion. L'INPI donc, recevra notre dossier et nous donnera, on espère, l'homologation. Et on s'est fixé comme objectif de pouvoir déposer notre dossier pour fin 2017. Ça nous fait 1 an de travail, on va dire une dizaine de réunions de travail, pour que fin décembre 2017, on puisse déposer notre dossier. Et après, je crois que c'est 11 mois d'instruction théorique avant que l'INPI puisse nous dire si notre dossier est recevable. Hop, là je fais dans l'autre sens. Là je pense que ça doit réfléchir un petit peu. Voilà, donc c'est important. Ce qu'on a remarqué, donc quand on fait nos réunions de travail, ah non, ça venait tout doucement, mais l'image arrivait. C'est une carte qui doit être longue à charger. Donc, quand on fait nos réunions de travail, on se déplace sur le territoire de manière à impliquer le maximum d'entreprises. Et à chaque fois, on invite les élus à venir nous rejoindre à nos réunions et on passe quelques heures à leur expliquer la démarche identification géographique pour les pierres locales. Et on se rend compte que ça séduit les élus locaux parce qu'on parle du territoire, on parle d'emploi, on parle de savoir-faire. Et ça, tout de suite, à chaque fois qu'on l'a fait, on a eu la démonstration encore ce week-end où on avait nos journées de la pierre à Montalieu. On avait, je ne vais pas exagérer, c'est des petites communes, on avait une quinzaine de maires qui étaient là et qui étaient intéressés par nos actions. Donc nos actions, c'est-à-dire le fait déjà que des professionnels se mobilisent pour leur métier, pour leur savoir-faire et mettent en avant le territoire à travers l'IG. Donc ça, c'est un réel moyen de communiquer pour nous, entreprises, organismes et, on va dire, intervenants du patrimoine par l'apport du matériau de nos savoir-faire. Donc je vais passer parce que je pense que la carte, elle va pas venir. Voilà, vous l'avez aperçu. C'est un petit peu la même que tout à l'heure, où on voyait sur notre territoire les trois zones géographiques que l'on a voulu prendre. Et on va les retrouver ici. Donc on a le bassin d'Hauteville, avec des noms pierres Hauteville et Chandor. Donc c'est des pierres, rapidement, qui ont été exploitées de manière assez importante depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, qui ont été beaucoup exportées. Alors pourquoi pas trop avant 1850? Parce que c'est à 900 mètres d'altitude et les voies de communication avant 1850, le transport des matériaux n'était pas facile. En dessous, le bassin de Villebois, la pierre de Villebois qui est très très connue, on la retrouve tout le long de la vallée du Rhône, à mon avis il y en a sûrement à Arles, puisque les carrières sont situées au bord du Rhône, et donc ça voyageait par le Rhône et ça facilitait l'accès à ces matériaux à Lyon, à Vienne et à toutes les pierres de la vallée du Rhône. En plus, c'était des gisements qui donnaient des très grandes dimensions de blocs, qui permettaient de faire des grandes pièces, des grandes colonnes, des grands escaliers, des grands paliers. Donc, elle a très bien voyagé et on a des traces depuis les Romains, voire avant. Donc, deuxième bassin, c'est la pierre principale de la construction à Lyon. Lyon est principalement bâtie en Villebois,
Juste une petite anecdote comme ça, parce que j'ai envie de la placer. Donc, les blocs de pierre de Villebois partaient par le Rhône, étaient chargés sur des barges en bois. Ça mettait une journée pour descendre il y a 60 km, 50-60 km. Ça mettait une journée pour descendre à Lyon. Et souvent, on vendait la pierre à Lyon pour construire. Et on vendait le bois, qui servait aussi à la construction. Et donc, pour éviter de remonter les bateaux, parce que c'était compliqué et long à remonter les bateaux. Et un jour, il y a une dame qui s'appelait Madame Desforêts, qui était, on va dire, marchande sur la région de Montalieu, Villebois, qui voyait partir ces bateaux. Elle s'est dit, plutôt que de vendre les bateaux, est-ce que vous ne pourriez pas remonter des denrées que je puisse commercialiser? Donc, les bateaux, après, descendaient la pierre à Lyon et remontaient avec des denrées, on va dire, des épices, des étoffes, comme ça se faisait à l'époque. Et cette dame a une idée ingénieuse et très productive, puisque l'entreprise, Madame Desforêts, c'est devenu l'entreprise Desforêts, Bandin Desforêts, et aujourd'hui, c'est un peu plus connu sous le nom de Carrefour. Donc aujourd'hui, on peut dire que si Carrefour existe, le groupe Carrefour, c'est un petit peu, et principalement grâce à la pierre de Villebois. Voilà, donc on va peut-être pas de leur demander des royalties tout de suite, mais si jamais vous connaissez du monde là-bas, vous pouvez leur glisser. Et puis, troisième bassin, donc beaucoup plus au sud, les pierres de l'Ardèche, Ruons, La Baume et Chomérac, donc avec des villages différents d'exploitation, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les constructions sur la région Rhône-Alpes. Donc là, on a fait un petit peu le tour je vous explique un petit peu notre démarche de l'IG, qui est vraiment le moteur de notre association aujourd'hui et l'intérêt premier, où on met le principal énergie. Ensuite, là, c'est tout récent, c'était il y a 2-3 jours, on a terminé dimanche, donc les Journées de la Pierre 2017. Donc, on a réuni un grand nombre de professionnels, on a fait des journées techniques à Lyon, on a fait des visites de carrière, d'ateliers, des conférences sur des thèmes très différents, des visites de patrimoines locaux, des ateliers de forge d'outils, des ateliers de construction de machines. Donc pour nous, c'est tous les 2 ans cette action, et ça nous permet de réunir et de se faire entendre sur la région Rhône-Alpes. Et petit à petit, on essaye de faire tâche d'huile, c'est-à-dire c'était Montalieu au départ, et maintenant c'est Montalieu, Hauteville et Lyon. Non, ça c'était une image aussi. C'est un travail qu'on a réalisé pendant les Journées de la Pierre. C'est la construction d'un petit bâtiment en pierre massive. Alors, dans les régions du Sud, ici et plus au Sud, dans votre région, la construction en pierre massive est très répandue, parce que les matériaux sont tendres et peu coûteux. Dans nos pierres marbrières, qui ont des coûts de production et de transformation beaucoup plus élevés, c'est moins commun de construire en pierre massive. Donc, on essaye quand même de la proposer et de faire avancer cette idée qu'on peut encore aujourd'hui construire en pierre massive. Voilà, et puis un petit clin d'œil à nos amis de Pierre Actual qui vont organiser le salon Rocalia à Lyon en fin d'année 2017. C'est 5, 6, 7 décembre, qui sera un salon international pour la pierre naturelle en France. Donc, pour notre communication, on travaille sur une lithothèque des matériaux de notre région, un annuaire de nos adhérents, un site internet, et puis on essaye de se faire voir sur les réseaux sociaux type Facebook, LinkedIn. Voilà, et on va dire de l'enthousiasme, puisque nous sommes des acteurs d'entreprise d'une filière, et donc il nous faut de l'enthousiasme, et c'est ce qu'on essaye de transmettre, de véhiculer et de partager. Merci de votre attention et à votre disposition avec Claudine pour les questions. Merci Christian, et puis il y a aussi ton intervention au CIPA, donc tu viens parler de Rhône-Alpes dans le sud-est, donc on est ravis de t'avoir pu te donner la parole, et puis c'est aussi sympathique de refaire aussi un petit clin d'œil à Pierre Actual, qui est un des partenaires du CIPA depuis sa création et qui est présent en tant qu'exposant juste derrière le rideau. Moi j'ai une question, mais s'il y en a d'autres avant, je commence. Ce label de l'IG, là, je comprends bien, mais c'est un label qui sera issu d'un travail long, fastidieux, un peu normalisé. Donc il est destiné à à respecter notre patrimoine un peu géologique, l'utilisation de la pierre. Mais est-ce qu'en face, dans les consultations, est-ce que ce label sera exigé par les collectivités? Exigé, je ne pense pas, mais elle pourra être
elle pourrait être utilisée. On a un exemple tout simple avec le granit de Bretagne. Avant que le granit de Bretagne soit labellisé IG, que la démarche soit labellisée, il y avait déjà des appels d'offres qui sortaient avec dedans granit IG Bretagne. Donc on est toujours malheureusement pour nous obligé de mettre ou similaire, mais on travaille aussi parallèlement donc avec Renapi et avec une autre structure associative qui s'appelle Vivier Pierre Massif Central. On a mis en place un groupe de travail sur les cahiers des charges, réalisation de cahiers des charges. Et ce qui serait souhaitable, c'est que quand un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage souhaite faire travailler la filière locale, puisse mettre en avant une pierre IG locale, et puis que dans le mémoire, il y a un petit peu plus de points pour celui qui répond IG local par rapport à celui qui va répondre avec une pierre d'importation. Donc on espère que ça va au moins influer. On ne pourra pas l'imposer, je ne pense pas. Et aujourd'hui, on souffre beaucoup aussi de tricherie. On a beaucoup de gens qui mettent des noms, des faux noms sur les pierres. Ça, c'est du récurrent où on vous met un nom sur une pierre et sur une facture, alors qu'elle vient surtout pas du lieu où elle a été, qui correspond à l'appellation qui est donnée. Donc ça va protéger le client, le consommateur, ça va protéger l'entreprise. Et en cas de tricherie, si jamais il y a procès, il y aura le procès contre l'État, puisque le tricheur, il va tricher contre une IG qui sera reconnue par l'État. Donc en face de lui, il n'aura pas qu'une pauvre petite entreprise seule, il aura l'État, il aura triché vis-à-vis d'un label d'État. Ouais, donc on espère que ce ne sera pas une obligation, mais ce sera un critère de choix qui sera très important dans les consultations. Et j'ai encore une question, et pour l'anecdote aussi sur la partie on livre du faux, le CTMNC a développé des techniques d'analyse qu'ils ont baptisé l'ADN de la pierre, et le CTMNC nous en avait parlé l'édition 2016, dès l'an dernier. Une question. Oui. Merci. C'est un exposé extrêmement intéressant. Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le pourcentage de pierres qui est importé, donc en France, étrangère. Est-ce que la mise au point de ce label IG va permettre d'élargir d'abord une production et une consommation en France, ou la possibilité aussi d'exportation depuis la France vers l'étranger? On peut espérer les deux, puisque un exemple, dans les produits alimentaires, il y a des produits alimentaires qui auraient disparu sans les IG ou les AOC. On parle du comté. Le comté n'existerait plus aujourd'hui s'il n'a pas été protégé par une IG. Aujourd'hui, le comté, ça représente une économie, une image locale dans tous les massifs du Jura. Et sans l'IG, il n'y aurait plus de comté, on n'en parlerait plus, on mangerait de l'emmental, on mangerait du gruyère, mais on n'aurait plus de comté. Donc c'est un exemple, et on espère que grâce à la communication qu'on va pouvoir faire autour des IG, que ce soit IG, Bretagne, Rhône-Alpes ou Sud, c'est pas grave, mais que dans la tête des consommateurs de pierre, ils disent, voilà, si je prends une pierre IG, je vais savoir d'où elle vient. Donc ça, et puis après, comme on sait que les matériaux, les pierres françaises sont appréciées dans certains pays du monde pour leur image pierre, mais si on parlait de tricherie, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui achètent des pierres dans d'autres pays que la France et qui les font passer pour des pierres françaises à l'export. Donc aujourd'hui, ce sera plus difficile puisque l'étranger qui devra acheter une pierre française, il saura aussi qu'elle est protégée par un label, comme quand il achète un vin de Bordeaux, il sait qu'il est protégé par une AOC. C'est bien dans le défilé de mon après-midi de parler du vin. Ah oui. Christian n'a pas répété, mais c'est très bien. Voilà, mais je pense, et ça je le répète souvent à mes clients, si aujourd'hui on vend des pierres françaises, je parle de notre cas, pierre marbrière, on a des pierres chères. Quand on vend des pierres aux États-Unis, c'est pas parce qu'on vend parce qu'elles sont pas chères. Parce que si un Américain enfin je peux dire Américain parce que c'est un marché qu'on connaît un petit peu, veut une pierre française, c'est pas parce qu'elle est pas chère, ni parce qu'elle est unique, parce que des pierres beiges, des pierres grises, des pierres roses, il y en a partout dans le monde. C'est parce qu'il veut un peu de la pierre française. Et ce que je dis, c'est comme quand on dit je veux boire du vin rouge. Du vin rouge, il y en a sur toute la planète. Il y en a 50 centimes le litre, et puis il y en a plusieurs milliers d'euros le litre. Souvent on dit je veux boire tel vin, de telle région, de tel cru ou de tel château, si on est connaisseur. Donc faut nous on arrive à vendre nos vins par rapport à une identité. Et l'identité géographique, ça doit dire
influer que le consommateur a envie de dire, moi j'ai envie d'une pierre qui est IG de telle région, parce qu'elle a une réputation, parce qu'il y a une image derrière, elle me fait envie. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à véhiculer. Et là, avec le vin, je pense qu'on est en plein dedans. Aujourd'hui, si on boit du vin, il y en a plein de bons vins, mais on aime bien boire le vin qu'on connaît, qu'on a découvert, qu'on est allé rencontrer, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la pierre. Et l'IG va nous aider là-dedans. Merci. D'autres questions? J'en ai encore une petite dernière. L'indication géographique, là, ce label, il est français ou c'est dans d'autres pays? Il est européen. C'est européen. Ouais. Et donc il y a dans d'autres pays d'Europe Ça devrait, qui ont débuté, qui en sont au même niveau que les Bretons ou pas? Ou peut-être pas encore. Peut-être on se renseigne. Et ouais, puis... on se renseigne, mais je crois que on est encore les mieux partis là-dessus. Il faudrait que je me renseigne pour être sûr, mais il me semble que... Ah oui, effectivement, ce que me dit Christian, c'est que pour l'instant, sur l'IG homologué, il y a le granit de Bretagne, effectivement, pour la pierre naturelle, et il y a les sièges de l'IFOL, ce qui est en Lorraine. Ouais, voilà. Donc là, c'est pour le côté meuble. Mais c'est tout nouveau de l'an dernier, je crois qu'ils ont été homologués. Donc voilà. Donc effectivement, je pense qu'on est encore un peu précurseur, donc c'est bien. On donne le tempo toujours. Donc voilà. Mais ouais, je pense que ça va partir. Ça va être bien.